Est-ce que C'est quoi? Pourquoi? les jeunes Normands se prêtent au jeu des questions pour les micros de la science, un podcast de Science Action Normandie animé par Célestine Tourtet, alias Suivez la guide sur les réseaux. Si manger est un besoin et un plaisir, pour certains, cela peut être un véritable défi. On en parle peu et pourtant la dénutrition constitue un réel problème de santé publique avec près de 2 millions de Français concernés. Découvrons ces enjeux avec les questions des jeunes de 4e du collège Nelson Mandela d'Elbeuf et de 3e des collèges Robespierre et Louise Michel, issus de la promotion Wi-Fi organisée par l'association FAS. Qu'est-ce que c'est la dénutrition? La dénutrition a-t-elle un impact sur la santé physique? Y a-t-il des catégories de personnes ayant de la dénutrition? Être mince peut-il signifier qu'on est dénutri? Quels sont les signes qui montrent la dénutrition? La dénutrition peut-elle être causée par des troubles mentaux? Existe-t-il des médicaments contre la dénutrition? Peut-on faire disparaître la dénutrition? Pour y répondre, nous recevons aujourd'hui deux invités, Najat Hachamra et Julie Saltel. Bonjour à toutes les deux. Merci d'être parmi nous. Alors pour commencer, je vais vous demander à l'une et à l'autre de vous présenter en quelques mots. Qui veut commencer ? Bonjour, merci pour l'invitation. Donc moi je m'appelle Najat Hachamra, je suis médecin, maître de conférences des universités. Donc j'ai une activité clinique au CHU de Rouen. Je m'occupe de patients qui ont différentes pathologies en lien avec l'état nutritionnel, notamment la dénutrition, également l'obésité et les troubles du comportement alimentaire. Je m'appelle Julie Saltel, je travaille au sein du groupe Nutri7. Le groupe Nutri7, c'est une entreprise qui est implantée à Maloney et qui conçoit et développe des solutions nutritionnelles, donc pour des populations qui sont dénutries à travers le monde. À ce jour, nous avons répondu aux besoins de plus de 110 millions de bénéficiaires et nous sommes implantés dans plus de 120 pays. Nous travaillons depuis quelques années sur la France et je suis en charge de coordonner nos activités de développement sur la France pour répondre aux besoins spécifiques de dénutrition des populations françaises. D'accord, merci beaucoup. Alors, première question pour commencer, ça nous semblait quand même très important de définir ce que c'est la dénutrition, parce que c'est pas forcément un concept qui est aussi bien connu que celui de malnutrition, par exemple, mais c'est pas exactement la même chose. Alors, est-ce que vous voudriez nous dire, en quelques mots, comment on pourrait définir la dénutrition ? Alors en quelques mots pour faire simple, la dénutrition c'est quand on ne mange pas suffisamment pour couvrir les besoins énergétiques de notre organisme. Donc c'est classiquement on a l'habitude de dire que c'est un déséquilibre de la balance entre les apports énergétiques et les dépenses énergétiques. Donc soit on ne mange pas assez, soit on a une dépense énergétique élevée ou même les deux. Et cette dénutrition, dans les questions des jeunes, même si ça peut nous paraître évident, mais c'est bien de le préciser, on nous demande est-ce que la dénutrition elle a un impact physique. Et est-ce que là-dessus, vous pourriez développer un peu ces impacts, justement ? Tout à fait, oui. La dénutrition, elle a un impact négatif au niveau de la santé. Par exemple, chez l'enfant, la dénutrition, elle est associée à un retard de croissance, voire à un arrêt total de la croissance. La dénutrition, elle est également, elle est liée à une perte. Donc, il y a une perte de poids quand on est dénutri, et cette perte de poids, c'est une perte de masse grasse, mais c'est aussi une perte de muscle. Et ça, c'est très embêtant. Donc, la dénutrition, elle va être associée à plus de fragilité, plus de risques d'infection, de chute, de perte d'autonomie, notamment chez le sujet âgé. On sait que quand on est dénutri, la durée d'hospitalisation est prolongée, les durées de cicatrisation sont prolongées, donc c'est vraiment beaucoup de conséquences délétères pour la santé. Et on sait aussi que la dénutrition, elle est associée aussi à un risque accru de mortalité. Donc la dénutrition peut tuer. Ok, et donc les impacts physiques, là vous l'avez dit très clairement, est-ce qu'il y a les impacts peut-être psychologiques aussi, est-ce que ça peut jouer du coup ? Tout à fait, là, ça a très bien été montré, on le voit chez nos patients dénutris, La dénutrition elle a aussi des conséquences psychologiques, elle peut être associée à plus de syndrome dépressif, voilà, ça c'est très clair. Et sur les catégories de personnes, justement, on s'imagine que tout le monde n'est pas forcément touché. Est-ce que Julie, par exemple, pourrait nous dire un mot sur à qui justement est peut-être destiné, par exemple, les produits qui sont réalisés par Nutri7 voilà, quelles catégories peut-être personnes sont plus représentées ? Alors il y a un constat, d'abord, c'est que nous sommes tous concernés par la dénutrition.
C'est un constat qu'on a fait personnellement et aussi au sein de l'entreprise. Il y a différentes catégories de personnes qui sont touchées par la dénutrition. On pense tout de suite aux personnes âgées qui sont fragiles et qui peuvent être dénutries, mais pas que. On a aussi des personnes malades et les enfants. Et c'est vraiment quelque chose de très fréquent. Il faut se dire qu'en France, on a quand même 2 millions de personnes qui sont dénutries. C'est l'équivalent de la ville de Paris. C'est énorme. En hôpital, jusqu'à 70% des personnes âgées sont dénutries. En EHPAD, on a ce chiffre jusqu'à 30%, mais on sait que ça peut être plus, et au domicile également de 4 à 10% des personnes âgées. Donc voilà, pour dresser le panorama, la dénutrition, c'est très fréquent. Comme l'a dit Najat, c'est grave aussi. C'est une maladie souvent à bas bruit qui a des conséquences qui peuvent être terribles pour la santé, l'autonomie, l'espérance de vie en tout cas des personnes âgées. Mais c'est pas une fatalité, il y a des solutions qui existent contre ça. Nous apportons une solution qui vient compléter l'alimentation des personnes âgées. Il y a d'autres solutions qui existent. C'est curable la dénutrition et il y a plein de choses à faire en ce sens. Et peut-être juste, parce que c'est vrai qu'on n'a peut-être pas précisé, mais moi je me pose la question, est-ce qu'il y a des causes identifiées justement pour la dénutrition, vu que ça peut tous nous toucher? Alors les causes identifiées de dénutrition, il y en a différentes. Alors on peut être dénutri parce que, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas assez d'apport énergétique, donc on ne mange pas assez. Alors les raisons pour lesquelles on ne mange pas assez, elles sont aussi diverses. Soit on n'a pas les moyens de manger, des problèmes sociaux, économiques. Soit on peut aussi oublier de manger. Ça, c'est ce qu'on peut observer, notamment dans certaines maladies neurodégénératives. La maladie d'Alzheimer, par exemple, c'est un bon exemple dans lequel les patients sont amenés à oublier de manger. Et donc c'est une catégorie, puisqu'on parlait de catégorie avant, c'est une catégorie de patients à risque de dénutrition. On peut aussi ne pas manger parce qu'on n'a pas d'appétit. C'est ce qu'on appelle en langage médical l'anorexie, c'est la perte d'appétit. Et ça, on l'observe aussi dans certaines pathologies, comme dans le cancer. Les patients n'ont pas faim. On peut aussi ne pas manger parce que ça fait mal de manger. Donc il y a d'autres pathologies aussi. Par exemple, je pense au cancer ORL, donc cancer de la bouche, cancer de la gorge. Donc quand ça fait mal, on n'a pas très envie de manger. Voilà, donc il y a différentes causes, différents facteurs qu'il faut identifier et, comme tu le disais, qui sont curables. On a des solutions à proposer. Et est-ce que, peut-être question assez quand même intéressante, je trouve, les jeunes se demandaient, est-ce que être mince, ou même on pourrait dire être maigre, est-ce que ça signifie forcément qu'on est dénutri? Alors là, la question, c'est la question de la corpulence. On a un outil qu'on utilise, qui est bien connu du grand public, c'est l'indice de masse corporelle, donc l'IMC. L'IMC, c'est quand on prend son poids en kilos et qu'on le divise par sa taille en mètres au carré. Et donc l'IMC, dans les normes, c'est entre 18,5 et 25. Et on considère qu'en dessous de 18,5 d'IMC, on est considéré comme étant en dénutrition. Voilà. Mais l'IMC, c'est pas un outil qui est parfait, parce que finalement, il y a certaines situations où le poids, il peut être un peu faussé. Par exemple, si ça vous arrive d'avoir des œdèmes des membres inférieurs, donc de l'eau, en fait, pour faire simple, dans les jambes, ça fausse le calcul de l'IMC, parce que ça fausse le poids. Donc, faut pas se fier que à l'IMC. Et quelque chose de plus intéressant, c'est l'évolution de votre poids, finalement. Est-ce que vous avez perdu du poids de façon involontaire sur les derniers mois? Et ça, c'est un facteur sur lequel il faut être vigilant. Donc mine de rien, la maigreur, en tout cas quand on aperçoit de la maigreur chez des personnes peut-être fragiles, personnes âgées, enfants, c'est des signes doit nous alerter. Qui peut alerter. Ouais, tout à fait. Et justement sur les signes, est-ce qu'il y en aurait d'autres peut-être, parce que ça c'est l'aspect peut-être extérieur, est-ce qu'il y aurait d'autres signes qu'on pourrait observer justement même chez personnes de notre entourage, chez nos grands-parents, des signes qui peuvent nous alerter autres que la maigreur? Alors la dénutrition, déjà, c'est une maladie qu'on appelle silencieuse à bas bruit. Donc il est important d'être vigilant justement sur les signes qui vont amener à découvrir cette dénutrition auprès de notre entourage ou des personnes âgées. Chez la personne âgée, on va être vigilant à la perte d'appétit qu'elle peut avoir. On peut remarquer qu'une personne âgée, avec l'âge, en fait, va vouloir consommer
consommer peut-être moins d'aliments ou en plus petit volume. Et il est important en fait de garder à l'esprit qu'une personne âgée a des besoins au moins équivalents à ceux des adultes dans sa consommation, notamment en termes de protéines, de calories, de vitamines et minéraux. Et qu'elle a besoin de manger de la viande, qu'elle a besoin d'autant d'éléments que nous. Des éléments qu'on pourra regarder si on va visiter par exemple ses grands-parents, c'est de regarder si le frigidaire est soit trop plein, soit trop vide, aussi de regarder dans les poubelles si les choses sont jetées pleines. On pourra aussi regarder le moral en fait de la personne, puisque s'alimenter c'est aussi une question d'envie, et l'envie c'est corrélé à sa situation. Est-ce qu'on se sent isolé? Est-ce qu'on a la flemme de se faire à manger pour soi seul parce qu'il faut sortir une casserole, une poêle, et qu'en fait tout ça c'est compliqué? Donc il y a pas mal de choses aussi autour de l'environnement de cette personne qui peuvent nous alerter sur sa condition et son envie de manger ou pas. Aussi en la regardant, si elle perd du poids, ça c'est très important. La perte de poids c'est quand même le signal très très fort pour nous alerter sur la dénutrition. Il faudrait peser très régulièrement les personnes âgées quand elles vont chez le médecin ou d'elles-mêmes une fois par mois. Si on n'a pas une balance ou on n'a pas ce référentiel pour se dire quelle a été la perte de poids qui va induire cette dénutrition, on peut voir si la personne flotte dans ses vêtements. Est-ce que son bracelet de montre va flotter également? Est-ce qu'elle va resserrer un cran de sa ceinture? Voilà, ce sont des petites choses que nous pouvons avoir à l'esprit, qui peuvent nous alerter sur un risque de dénutrition de la personne que nous avons en face. Ok, donc pas prendre à la légère, parce que c'est vrai qu'on a un peu, des fois j'ai l'impression, des idées reçues justement sur le fait que les personnes âgées doivent moins manger, mais voilà, vous nous confirmez que non, hein, ils ont des besoins énergétiques comme un adulte actif finalement. Absolument, et il n'est pas normal qu'une personne âgée maigrisse. Ça c'est important, ouais, je pense, effectivement, de le rappeler. Et on peut se poser effectivement la question, est-ce que la dénutrition, elle peut être causée par des troubles mentaux? Alors tout dépend de ce qu'on met derrière troubles mentaux. Est-ce que c'est pathologie psychiatrique? Par exemple, on sait que dans le syndrome dépressif, on peut avoir une anorexie réactionnelle. Quand on est déprimé, on peut perdre l'appétit. Donc ça, c'est quelque chose qui est couramment observé. Et puis, il y a d'autres pathologies qu'on appelle les troubles du comportement alimentaire, et notamment l'anorexie mentale. L'anorexie mentale, c'est une pathologie dans laquelle les patients ne mangent pas par peur de prendre du poids. Donc c'est une peur, vraiment une peur viscérale, une peur phobique. Et donc il y a une restriction alimentaire, les patients diminuent progressivement leur prise alimentaire et se développe une dénutrition. Donc l'anorexie mentale est définie par une restriction alimentaire associée à une dénutrition, donc un indice de masse corporelle bas. Maintenant qu'on a un petit peu quand même balayé, on a vu les causes, les personnes que ça touche, on voit que c'est important. Mais alors, est-ce qu'il existe une solution pour la dénutrition? Est-ce qu'il y a des médicaments? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Alors, on sait prendre en charge la dénutrition. Il y a différents outils, différents leviers à mettre en place. Si le patient est capable d'avoir une alimentation orale, de s'alimenter normalement par la bouche, on peut déjà lui proposer d'enrichir son alimentation. Donc typiquement, on va proposer d'ajouter de la crème fraîche, du fromage dans les potages. Voilà, donc on enrichit. Et là, on est beaucoup aidé par nos collègues diététiciens et diététiciennes qui ont plein de petites astuces pour faire ça. On peut aussi prescrire ce qu'on appelle des compléments nutritionnels oraux. Donc, ce sont donc ça se présente sous forme de yaourt, de biscuits, de compotes, de potage. C'est riche en calories, donc c'est hyper calorique, hyper protéiné. C'est une prescription médicale. Et donc le patient récupère ses compléments à la pharmacie et les consomme en collation, donc entre les repas. Et si ça ne suffit pas, on peut être amené à prescrire une nutrition artificielle. Donc c'est une nutrition qui va passer par des petits tubes, donc soit par une sonde qui va être installée et mise directement donc dans le nez et qui va descendre dans l'estomac. Et donc ça s'appelle la nutrition entérale. Donc on passe par le tube digestif.
soit quand c'est pas possible de faire comme ça, on utilise des tubes qui vont aller directement dans les veines, c'est ce qu'on appelle la nutrition parentérale. Voilà, c'est ce qu'on fait pas en première intention, c'est ce qu'on fait quand l'alimentation orale ou entérale par le tube digestif n'est pas possible. Mais là, c'est dans un cadre du coup hospitalier. Alors, l'initiation de la nutrition artificielle, donc on débute toujours en milieu hospitalier, mais les patients peuvent être sous nutrition artificielle à leur domicile. D'accord, après ça peut se prolonger effectivement chez soi. D'accord. Vous, Julie, qui travaillez donc chez Nutri7, je pense que vous avez des choses à nous dire. Quel type de produit vous développez pour lutter contre ça ? Alors, nous, on va travailler plutôt sur des produits qui vont être dans la sphère de la nutrition orale, qui est la première intention que Najat décrivait quand on a besoin d'apporter une réponse à un patient dénutri. Aujourd'hui, dans la nutrition orale, il y a différents types de solutions qui sont proposées à un patient. On peut avoir de l'enrichissement de l'alimentation. Alors, il y a bien évidemment l'enrichissement avec des produits de la vie courante pour apporter des protéines, des œufs, tout ce qui va être produits laitiers. Et quand ça ne suffit pas, puisque l'idée, en fait, c'est d'apporter tous ces besoins nutritionnels, mais en essayant de minimiser le volume que va ingérer la personne, on va passer sur ce qu'on appelle les compléments nutritionnels oraux, qui sont donc souvent sous forme de boissons, de crème dessert, et qui vont se consommer entre les repas. Et nous, ce qu'on développe, ce sont des produits qui vont permettre d'avoir un apport nutritionnel conséquent, mais qu'on cherche à mettre dans le repas. Et notre idée derrière, c'est surtout pour une population de personnes âgées, pour qui le repas est un instant très important, de promouvoir ce plaisir de manger et de se dire que si on aime la soupe, si on aime les desserts, si on aime telle purée, eh bien on peut continuer à le manger, mais en ayant tous les apports nutritionnels dont le corps a besoin, ce qui permet aussi de déstigmatiser d'une certaine forme les solutions qui peuvent être apportées aux personnes qui en ont besoin. Et donc, ces produits-là, les produits que Nutri7 produit, que sur prescription médicale ou c'est des choses qui sont accessibles au grand public ? Alors aujourd'hui, nous travaillons exclusivement auprès des EHPAD, des hôpitaux, donc nous ne sommes pas au domicile. En revanche, on voit bien qu'il y a beaucoup aujourd'hui de demandes sur le domicile et aussi un enjeu de faire le lien entre l'hôpital et la ville et de pouvoir avoir pour une personne qui serait suivie à un temps donné dans un hôpital, être en mesure en fait d'avoir des solutions équivalentes chez elle pour continuer à avoir cet apport nutritionnel dont elle a besoin, puisque quand on sort de l'hôpital, c'est pas pour autant qu'on a dit au revoir à la dénutrition, ce que tout le monde souhaiterait, et on voit que voilà, il y a quand même pas mal de choses à faire directement au domicile. Et j'avais envie de vous poser une question parce que j'ai vu qu'il y a eu la semaine de la dénutrition mi-novembre, fin novembre, du 18 au 25 novembre si je ne me trompe pas. Et j'imagine que vous avez peut-être agi sur de la prévention, parce que là on le voit bien avec le sujet, ce qui est très important en fait, c'est aussi beaucoup de prévenir la dénutrition le maximum. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, donc tout à fait. La semaine dernière, c'était la semaine nationale de la dénutrition. Donc l'objectif, c'était de sensibiliser à la fois nos collègues soignants dans les établissements, les hôpitaux, mais de sensibiliser aussi la population, parce que la dénutrition, donc là on en parle, mais c'est pas très connu, c'est pas une notion très connue, alors que ça touche 2 millions de personnes en France, comme l'a dit Julie tout à l'heure. Il y avait une question des lycéens en début qui disait est-ce qu'on peut faire disparaître la dénutrition ? Moi, je pense qu'on peut la faire disparaître, mais à condition déjà d'apprendre à la repérer, à la dépister, et à condition aussi d'y mettre les moyens, voilà, d'avoir des diététiciens, des diététiciennes dans les hôpitaux.
des services de nutrition, voilà, qui passent dans les différents services pour essayer de repérer la dénutrition et de proposer aux collègues, voilà, ce dont on a parlé juste avant, à enrichir les plateaux repas des patients, leur proposer des compléments nutritionnels oraux et aller vers une nutrition artificielle sans prendre de retard, hein, parce que plus on tarde et plus le patient perd du poids et plus ça va être, on va courir derrière en fait, hein, plus ça va être difficile de le prendre en charge. Et il y a un groupe auquel on a un petit peu évoqué, mais je pense justement à la sensibilisation par rapport aux enfants. Est-ce que les signes sont un peu les mêmes que chez les personnes âgées? Je pense à, par exemple, est-ce que des enfants de notre entourage, est-ce que par exemple je pense à des professeurs qui pourraient essayer de repérer aussi des signes? Est-ce qu'il y a des signes aussi qui peuvent alerter peut-être chez les enfants? Oui, tout à fait. Alors, moi, je ne suis pas pédiatre, mais je suis maman. Et donc, comme toute maman, je suis le carnet de santé et les courbes staturopondérales des enfants. Et un des premiers signes, c'est de voir que la croissance de l'enfant ralentit, voire qu'il y ait une cassure de la courbe staturopondérale. Ça, c'est un premier signe. Donc, on revient encore une fois au poids et à la corpulence. Et puis, on parlait tout à l'heure des aspects des retentissements psychologiques. Là aussi, hein, un enfant qui a du mal à se concentrer en cours, voilà, faut s'alerter. Et oui, vous parliez du rôle des professeurs. Bon, on leur en demande déjà beaucoup. On va pas leur demander de dépister la dénutrition chez leurs élèves, mais voilà, des changements de comportement, ça peut aussi être un facteur d'alerte. Alors pour la semaine de la dénutrition, Julie, vous avez eu des actions avec Nutri7 ? Oui, tout à fait, on a eu des actions et je voudrais rebondir aussi sur ce que disait Najat juste avant. La dénutrition peut-elle disparaître ? Peut-on la faire disparaître ? Je m'associe à la réponse de Najat avec un grand oui. C'est un défi auquel on peut répondre aujourd'hui et auquel on doit trouver des solutions. Et cette mobilisation autour de la semaine nationale de lutte contre la dénutrition est une réponse parmi tant d'autres. C'est la 3e édition pour cette semaine et la 3e fois donc que l'on participe. Et cette année, on a mis en place une campagne ou un programme où l'on a associé des comédiens pour intervenir dans des EHPAD, dans des résidences autonomie, donc auprès de personnes âgées, mais pas que, avec aussi du personnel qui soit encadrant, du personnel soignant. Et nous sommes intervenus aussi auprès d'un public complètement différent, beaucoup plus jeune, puisque nous avons interrogé, nous avons échangé avec des collégiens et des lycéens la semaine dernière, ici même à l'Atrium. Donc un spectre très très différent de personnes qui peuvent être touchées de près ou de loin par la dénutrition. L'objectif a été à chaque fois d'informer sur cette thématique qui est connue et pas connue. C'est-à-dire qu'on peut entendre parler du mot, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière ? Comment on trouve des solutions ensemble. Donc des échanges qui ont été très riches et on était ravis en fait de pouvoir contribuer uniquement en fait d'en faire parler et de se dire qu'on espère qu'il y aura peu de prochaines semaines de lutte contre la dénutrition parce que nous serons arrivés au bout de la lutte contre ce fléau. C'est ce qu'on peut espérer, ça c'est sûr. Alors vous disiez c'est la 3e édition, est-ce que ça veut dire que la dénutrition c'est un problème qu'on voit de manière récente ou qui est là depuis longtemps et c'est peut-être simplement maintenant qu'on s'en préoccupe plus peut-être ? J'ai le sentiment qu'il y a eu un élan national autour notamment du collectif de lutte contre la dénutrition porté par le professeur Éric Fontaine et c'est un événement qui a aussi été piloté par le ministère de la Santé et des Solidarités. On voit un engagement que je trouve majeur, notamment dans la diversité d'acteurs qui sont représentés par ce collectif. Donc on ne peut qu'approuver cet élan collectif et le fait que médecins, industriels, EHPAD, philosophes, chercheurs s'emparent du sujet, puisque c'est vraiment collectivement qu'on arrivera à faire quelque chose. En revanche, la dénutrition existe depuis bien trop longtemps, mais c'est pour ça qu'il faut en parler. Oui, complètement. Et surtout avec la population, j'imagine, en plus peut-être vieillissante aussi. On sait qu'en France, il y a beaucoup plus de seniors. C'est peut-être pour ça aussi qu'on est peut-être plus attentif à ça.
Et puis je rejoins ce que disait Julie, la dénutrition, c'est pas un problème, c'est pas apparu il y a 3 ans. Les patients malheureusement sont dénutris et je rejoins ce que tu disais. Le collectif de lutte contre la dénutrition a permis de mettre en lumière ce problème. Maintenant, il faut que les politiques s'emparent aussi de la question et puissent apporter aussi des moyens pour vaincre la dénutrition. Complètement. Mais effectivement, la prévention est très importante. Donc, merci à toutes les deux déjà pour les actions que vous réalisez et puis surtout pour votre intervention sur ce podcast. J'ai le bon espoir quand même que ça tombe dans de bonnes mains et que ces informations soient divulguées. Est-ce que vous auriez un dernier mot de fin, peut-être des gestes, des choses à savoir justement pour lutter contre la dénutrition ? Qu'est-ce qu'on doit retenir ? Alors, je pense à 2 choses. La première, c'est l'importance de se peser. C'est quelque chose qu'on n'a plus forcément l'habitude de faire et qui est nécessaire, notamment quand on est à risque de dénutrition. Et donc se peser régulièrement, avoir sa balance, peut-être qu'on nous offrira pour Noël, pour pouvoir se peser, idéalement 1 fois par mois, même plus. Et la deuxième chose qui me semble très importante à partager, c'est se faire plaisir quand on mange. Si dans votre entourage des personnes à risque de dénutrition ont plus de plaisir à manger du sucré, des gâteaux, à mettre double dose de chantilly, qu'elles le fassent avec plaisir. Les fêtes approchent, cela aidera. Mais de pas restreindre en fait son assiette et d'avoir une assiette belle, qui soit bonne et qui soit généreuse. Je rejoins tout à fait ce que vient de dire Julie sur l'importance du suivi du poids chez les personnes à risque de dénutrition, surtout à l'hôpital, parce que donc moi je travaille à l'hôpital et on sait que les patients ne sont pas pesés régulièrement. Et donc si vous êtes hospitalisé ou que l'un de vos proches est hospitalisé, c'est important d'avoir une idée de l'évolution du poids, et que l'état nutritionnel soit pris en charge au même titre que la douleur est prise en charge, que l'équilibre de votre diabète est pris en charge. Et votre état nutritionnel doit aussi être pris en charge et il faut avoir une idée de l'évolution de son poids. Eh bien, merci à toutes les deux. C'était extrêmement clair. Merci à vous.